à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, un véhicule qui se pilote tout seul grâce à l'intelligence artificielle sur les routes, dans les airs ou encore sur les mers. Eh bien, les véhicules autonomes suscitent tous les fantasmes sur la mobilité du futur. Définition à suivre avec nos gros mots de la tech. Il y a de la tech aussi dedans, dans sa proposition, mais c'est pour sa chronique. Il a une idée forcément derrière la tech, c'est Damien Douani. Et Damien, aujourd'hui, on continue à parler avec toi de nouvelles méthodes d'apprentissage pour les langues étrangères. Oui. Cette fois-ci, tu nous proposes de le faire avec un livre interactif. Voilà, un livre interactif qui s'inspire beaucoup des tablettes, mais ça reste un livre. Ok, d'accord. Le temps de faire justement une espèce de mix entre livre et tablette, on le fait mentalement et puis on l'apprendra avec toi dans un instant. Notre talk, quelle solution pour que chaque jeune trouve sa place dans la société? Eh bien, c'est la question cruciale à laquelle Make.org tente de répondre avec la grande cause citoyenne Solution Jeune, oui, ça se dit aussi en hashtag. Une initiative couronnée il y a quelques jours à peine à Vivatech avec la mise en avant d'actions concrètes, actions tech aussi pour faire bouger les choses. Alors, consultation, concertation, action, on en parle avec les protagonistes de cette grande cause Solution Jeune. Rémi Leclerc. Rémi, vous êtes le directeur général de la fondation Make.org. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Et Cyriaque de Beaumont, directeur de la stratégie digitale d'Adecco et aussi fondateur de Et toi, qui est la solution, qui a justement été primée à Vivatech il y a quelques jours à peine. Bonjour. Bonjour Marjorie. Mais d'abord, focus. Et les véhicules autonomes sont un des grands défis, mais aussi des gros mots de la tech, des constructeurs aux plateformes. Chacun veut relever le défi de l'autonomie de niveau 5. Le niveau 5, c'est l'ultime étape pour des véhicules qui pourront rouler, voler ou naviguer tout seuls. Édouard Deniau passe dans le siège du conducteur pour les gros mots de la tech. C'est sans doute le moyen de locomotion du futur. On parle bien sûr des véhicules autonomes, ces véhicules capables de se déplacer sur une route sans l'intervention d'un conducteur grâce à un système de pilotage automatique complexe. Il en existe de plusieurs types, des bateaux, des avions et donc des voitures. Tous les types de véhicules autonomes bénéficient de technologies de pointe qui reposent principalement sur l'intelligence artificielle. Ils sont équipés de radars, de capteurs et de lasers qui agissent comme des yeux afin d'analyser l'environnement qui les entoure. Toutes ces données remontent ensuite à une IA qui prend les décisions pour le véhicule. Distance, freinage, accélération et mouvement, la voiture s'adapte ainsi totalement à son environnement de conduite. Les premières expérimentations remontent aux années 70 au Japon. Et depuis, les grands constructeurs et même les plateformes se livrent une bataille féroce pour devenir leader de ce marché du futur. Pour les bateaux et les navires autonomes, le fonctionnement est le même. Les radars et les capteurs autour du bateau permettent au navire de se déplacer sans l'intervention d'un capitaine à la barre. Côté avion, certains sont désormais capables de décoller et d'atterrir de façon autonome. En avril 2021, un avion de la société Xwing a réalisé le premier vol entièrement autonome de l'histoire. Les véhicules autonomes pourraient, à terme, révolutionner la manière de se déplacer à travers le monde. Quelle solution pour permettre aux jeunes de pouvoir mieux s'insérer justement dans la société? On en parle tout de suite avec nos invités, c'est le Talk. Et pour aborder cette question cruciale, Rémi Leclerc, directeur général de la fondation Make.org, est à nos côtés. Cyriaque de Beaumont, fondateur de Et toi, vous êtes également le directeur de la stratégie digitale d'Adecco. On y reviendra dans un instant. Mais d'abord, messieurs, je voulais qu'on revienne déjà sur le modèle de Make.org. Alors, certes, la fondation va appuyer justement de façon très concrète les actions de Make.org avec un fonds de dotation. Mais d'abord, est-ce que changer le monde, c'est aussi simple qu'une pétition en ligne, Rémi ? Ah bah non. Non, absolument pas. Nous, notre mission, quand on l'a dit comme ça, de transformer positivement la société, on l'a dit, mais comment on peut le faire ? Et on a compris qu'on ne pouvait pas le faire sans mutualiser l'ensemble des forces en présence. Et pour ça, il fallait s'appuyer sur des centaines de milliers de citoyens, sur des centaines d'associations expertes qui travaillent sur le terrain chaque jour, des entreprises, des institutions. Et c'est en les rassemblant autour de consensus citoyens qu'après, derrière, on arrivera à un résultat. Ça veut dire quoi, Cyriaque, que transformer la mobilisation en ligne en action concrète, ça demande quand même un petit peu de temps, ça demande aussi de l'énergie?
tout projet prend du temps de toute façon, mais la force du numérique, c'est qu'on peut toucher tout le monde très facilement et massivement. Donc ce qui est la force de Make.org, c'est d'aller chercher tous les citoyens, pas seulement un échantillon. Je crois que sur cette consultation, chaque jeune, on est jusqu'à quasiment 600 000 votes. Donc on arrive à avoir un vrai échantillon représentatif de la société et derrière pouvoir décliner ces projets concrets sélectionnés sur le volet. Une grande cause solution jeune sur laquelle on revient dans un instant. D'abord, quelques chiffres globaux. Make.org aujourd'hui, ça a encore augmenté par rapport au moment où Axel Doché, le fondateur de Make.org, était venu faire un tour sur le plateau de l'École du Futur. Aujourd'hui, on est à plus de 8 millions de participants et participantes, plus de 236 000 propositions déposées, 953 associations et entreprises engagées. Ce sont des chiffres qui prennent de l'ampleur au fur et à mesure parce qu'on sent cette envie des entreprises, des associations, des citoyens, des citoyennes, de pouvoir avoir un impact justement sur ces grandes questions sociétales. Évidemment, on parle de démocratie participative, de démocratie continue, mais si on revient en dehors de ces grands mots, on revient sur cette envie de participer, cette envie de contribuer à des enjeux d'intérêt généraux qui peuvent être la lutte contre les violences faites aux femmes, comme l'enjeu qui nous rassemble aujourd'hui, Solutions Jeunes. Allez, on y vient justement à cette grande cause Solutions Jeunes, parce qu'elle a démarré, il y a eu 3 phases en réalité. Elle a démarré par une consultation massive du 22 mars au 22 mai 2022. Il y a plusieurs sujets qui ont émergé justement de cette consultation, des sujets qui peuvent toucher à la fois à l'insertion professionnelle, à l'école, ça nous réjouit dans l'école du futur évidemment, à la connaissance aussi de soi, de chacun de ces jeunes, des sujets qui permettent finalement d'avoir une approche holistique de l'impact et de la place des jeunes dans la société, Cyriaque. Ouais, c'est une force aujourd'hui. Nous, les jeunes, on le répète en permanence, on est l'avenir de la société. Et puis cette société dans laquelle on vit, elle va finir dans nos mains un jour, de la même manière qu'elle finit dans les mains aujourd'hui de nos parents et de nos grands-parents. Donc c'est essentiel que chaque jeune puisse se mobiliser sur des causes comme celle de Solutions Jeunes. Pourquoi c'est important, Rémi, d'avoir ce triptyque, d'avoir ces 3 temps, consultation, concertation, action ? Ce qui est important, c'est d'abord de pouvoir créer une vraie clé de lecture pour faire en sorte que l'ensemble des acteurs se mobilisent ensemble sur un même sujet. Alors, Solutions Jeunes, c'est une question vaste. En faisant la consultation, on arrive à créer ces consensus, la part d'estomac, en fait, des citoyens, qui permet d'aligner les forces sur ces thématiques consensuelles, par exemple la scolarité. Et après, derrière, un temps qui est beaucoup plus long, c'est le temps de la mise en œuvre, le temps de l'action. Et là, on parle de 2 ans, 3 ans, afin de, après, réussir à mesurer un impact qui continuera ensuite à se démultiplier. Ouais, donc il y a une vraie idée d'aller chercher du feedback, d'aller chercher du temps long. Parce que, oui, l'action, ça demande du temps pour être mise en place. Vous faisiez référence à ces propositions, celles qui ont fait consensus et d'autres peut-être un petit peu moins. Celles qui font le plus consensus, en réalité, ce sont celles au niveau des questions du système scolaire, orientation, filière ou insertion professionnelle. Vraiment, ça a tenu le haut des conversations pendant toute la durée de cette consultation. Je vais en citer quelques-unes qui ont retenu et recueilli surtout la majorité des suffrages de celles et ceux qui ont participé à cette consultation. Mieux prévenir et prendre en charge l'échec scolaire à 93%, c'est important. Garantir un socle minimum de connaissances pour les jeunes à 92%, ou encore repenser l'orientation scolaire des jeunes à 91%. Bon, évidemment, c'est un poncif pour nous ici, mais tout se joue dès l'école, Cyriaque. Oui, on le répète en permanence, et que ce soit sur des causes comme le sexisme, le racisme, on répète que tout passe par l'éducation. Et grâce à des causes comme Make.org et leur concertation, on a la chance et le pouvoir de faire bouger les choses. Donc oui, tout se passe par l'école, et tout passe par l'école, pardon. On peut tout changer, et en changeant, en quelque sorte, la manière dont on transmet du savoir aux plus jeunes. Ça veut dire concrètement, Rémi, que par exemple, ces propositions-là qui ont été faites, qui ont été formulées, adoubées sur l'école et l'insertion professionnelle, comment est-ce qu'on va pouvoir suivre l'implémentation de ces propositions-là ? Parce qu'encore une fois, mieux prévenir et prendre en charge l'échec scolaire, ça paraît être une évidence. Mais comment est-ce qu'on le met en place concrètement ? On va le mettre en place avec les acteurs ça fait depuis des années qu'ils travaillent sur le sujet. Donc c'est cette phase de concertation où on va aller discuter, échanger, comprendre les enjeux actuels des dispositifs déjà mis en place, ou même regarder s'il y a des espaces pour créer de nouveaux dispositifs. Et ça, vous allez pouvoir le voir simplement en suivant sur notre site internet pour regarder l'état de l'avancement des actions. L'objectif, c'est vraiment pas de réinventer la roue, mais au contraire de trouver l'interstice de coopération multi-acteurs qui fait que ce qu'on fait aujourd'hui
demain, on aura un impact qui est beaucoup plus important. Mais ça veut dire quoi concrètement? Vous allez voir Papendiaï et le ministère de l'Éducation nationale et leur dire regardez, on a mené une grande consultation avec MEC.org et voilà ce qu'il en ressort. Il faut absolument mieux prévenir et prendre en charge les échecs scolaires. A priori, il devrait le savoir quand même déjà, le ministre de l'Éducation nationale. Tout à fait. Alors, il y a un rapport avec les pouvoirs publics, mais nous, ce qu'on croit vraiment aujourd'hui, c'est que la société civile, par elle-même, elle est en capacité de pouvoir mettre en œuvre les projets. Alors, la relation avec les pouvoirs publics, c'est pas une priorité. Bien sûr, on va pouvoir discuter avec eux, mais surtout, on va aller regarder les acteurs de la société civile. Et c'est avec eux qu'on va pouvoir créer ensemble des actions que l'on va accompagner pour mettre en place. En créant ou en listant déjà des choses qui sont existantes? Parce que des initiatives, il y en a plein déjà. Donc, est-ce qu'il faut réinventer la roue des fois? On fait les deux. Ça veut dire qu'on va identifier des actions que nous, on qualifie comme un fort potentiel d'impact, qu'on va pouvoir accélérer. Et il n'y a aucun problème. La proposition de valeur, elle est définie, mais leur impact, il est sur une échelle, un pilote, un territoire. Et nous, on va les accompagner à faire en sorte que leur impact se démultiplie au niveau national, dans différents départements, différentes régions. Et à l'inverse, des fois, il y a de l'espace où rien n'a encore été créé. Et dans ce cas-là, on va inventer, toujours avec ces mêmes acteurs de terrain, un nouveau dispositif. Ça veut dire que vous agissez comme un amplificateur d'initiatives, d'actions, un curateur aussi de ces solutions. Oui, exactement. Alors attention, on n'est pas en capacité d'accompagner toutes solutions. Il y a des solutions qui sont super, mais voilà, on ne sait pas comment faire pour mieux les aider sur ce qu'elles font déjà. Mais on peut être considéré comme un vrai facilitateur. Bon, il y a une personne qui fait partie de ces solutions avant tout, c'est vous justement, Cyril de Beaumont. Je rappelle que vous êtes directeur de la stratégie digitale d'Adecco. On va y revenir dans un instant parce que ça va avoir toute son importance justement sur l'insertion professionnelle de ces jeunes. Mais vous avez aussi fondé l'initiative « Et toi ?» Point d'interrogation. J'ai envie de vous retourner la question. Et toi, Cyriac, qu'est-ce que ça veut dire? Non, alors pour donner un peu de contexte sur Et toi, donc on a participé la semaine dernière à Vivatech avec toutes les équipes de MEC.org qui organisaient à l'occasion de Solutions Jeunes des ateliers de concertation sur des stands et notamment sur le stand d'Adecco. Nous, on a forcément répondu présent. On reçoit un appel, on nous dit on veut que chaque jeune trouve sa place dans la société. On veut que chaque jeune soit employable parce qu'on a cette conviction, nul n'est inemployable. On doit faire ce choix et ce pari de sortir des CV, de sortir des diplômes. Donc on accueille avec grand plaisir cette concertation sur notre stand Adecco. Et derrière, on organise avec un groupe de 10 jeunes qui sont inscrits des ateliers pour réfléchir sur différentes thématiques, à des solutions pour permettre à chaque jeune de trouver sa place dans la société. La thématique qu'on avait choisie sur le stand, c'était permettre aux jeunes de mieux se connaître, aptitude, envie, confiance en soi. Le projet Et toi, il repose sur le postulat de se dire que on a tous eu de mauvaises notes à l'école, on nous a tous dit « tu ne vaux rien ». Malheureusement, on ne peut rien y faire, mais ça arrive et c'est quelque chose de courant. Mais la réalité, c'est que chacun vaut beaucoup plus que cela. En parallèle, d'un autre côté, la société s'est transformée, tout s'est numérisé depuis les 20 dernières années. L'école aussi, avec l'essor des plateformes type Pronote, École Directe et même Parcoursup, dont on entend beaucoup parler en ce moment. Mais l'école, ma conviction, c'est que c'est l'école de la vie et qu'on n'apprend pas juste à faire des mathématiques, du français ou des langues étrangères, mais on apprend à être quelqu'un, à se sociabiliser, on apprend les soft skills notamment. Et donc, on a voulu faire en sorte avec Et toi que ces soft skills, cet apprentissage des soft skills, se retrouve sur les plateformes numériques comme Pronote, École Directe. C'est-à-dire que du coup, vous allez plutôt vous attacher à des élèves qui sont plutôt lycéens, collégiens, enseignement supérieur là aussi? Non, on est vraiment parti du principe qu'on soit sur des élèves de l'enseignement secondaire, donc de la 6e jusqu'à la terminale. Ok, super. Donc ça, en fait, c'est un petit peu ce que je disais, c'était aussi du collège et à la fois du lycée, merci. L'idée, donc, c'est de pouvoir leur mettre ces outils très concrètement dans les mains, ces soft skills, ces enseignements et ces capacités comportementales, justement, mieux les entraîner à la connaissance d'eux-mêmes. J'imagine que l'initiative étant née il y a quelques jours à peine à Vivatech, vous n'avez pas encore eu le temps de prendre attache avec Pronote, avec les responsables de Parcoursup ou d'autres plateformes, mais est-ce que c'est quelque chose que vous allez pouvoir justement mettre mener à terme dans le temps? Totalement. Comme on le disait il y a un instant, c'est par les petits gestes que la société se transforme, que chaque jeune trouvera sa place dans la société. Pour information, ces plateformes type École Directe, Pronote, c'est quasiment 30 millions de connexions quotidiennes.
Pronote, c'est entre 16 et 18 millions à ce logiciel à lui seul. Donc oui, on va pouvoir l'inscrire dans le temps et c'est justement en avançant avec ses partenaires. Pronote a été racheté par le groupe La Poste il y a quelques mois. Donc on va pouvoir avancer en s'alliant avec des grands groupes, en s'alliant avec des acteurs comme moi d'ailleurs, qui suis finalement, j'étais sur Vivatech, j'ai eu cette chance de participer et puis je me retrouve à avoir eu une idée qui va pouvoir être mise en place et être assez structurante. Si on parle de 17 millions de personnes par jour, c'est très structurant pour la société. Donc je suis convaincu qu'elle peut s'inscrire dans le temps. Et comment est-ce que du coup la fondation Make.org va pouvoir appuyer et suivre là aussi l'initiative et la démarche de Cyriac, puisque vous êtes quand même un petit peu responsable de cette initiative et du fait qu'elle soit primée à Vivatech. Et on en est ravis d'être responsable et on prendra nos responsabilités, bien sûr. La première chose, c'est une mise à disposition d'une méthode, d'une intelligence pour pouvoir vérifier la proposition de valeur, vérifier s'il n'y a pas d'autres dispositifs qui ressemblent ou qui pourraient être identifiés comme un écosystème qu'on pourrait mettre à niveau et trouver les prescripteurs. Et pour ça, on va mettre à disposition tout notre écosystème. Un écosystème, qu'est-ce que c'est ? C'est avant tout des partenaires fondateurs qui soutiennent le dispositif dans son ensemble et aussi dans l'intelligence de la construction de ce plan. On parle de qui ? On parle bien sûr, cette grande cause, elle est coéditée par Mirova Forward, par le groupe La Poste, tu en as parlé juste avant. Ça tombe bien, dites donc. Moi je dis ça, je dis rien. Et je suis sûr qu'ils auront bien sûr une oreille attentive, la Caisse des dépôts, mais aussi des fondations, Fondation Natixis, la fondation de Schneider Electric. On a également des consultants qui vont être à disposition, là on parle d'Accenture, qui vont pouvoir vous aider à justement orchestrer et de créer, de faire en sorte que cette idée devienne un projet concret, qui j'oublie, je pense que là c'est déjà une grande partie, mais c'est surtout aussi les centaines d'associations qui ont tous levé la main et qui pour certaines travaillent déjà sur le sujet et qui pourraient aussi compléter et nous aider. Voilà. Oui, il y a toujours cette idée d'enrichissement et d'avoir finalement cette mise en œuvre multi-acteurs. On l'entend, des grands groupes, des corporates, des entreprises, parfois aussi des startups, des associations, des citoyens et citoyennes aussi tout court qui peuvent avoir déjà planché sur la question. Ça va faire beaucoup de pain sur la planche, Cyriac, pour pouvoir réussir à mettre toi vraiment en œuvre. Je pense, mais j'en suis ravi. On a peu d'occasions dans notre vie en tant que citoyen de porter des projets aussi intéressants, structurants et avec un vrai accompagnement. C'est pas Cyriac qui est catapulté à qui on dit lance ce projet et puis on se parle dans 2 ans pour savoir ce que tu en as fait. Comme l'a dit Rémi, on a vraiment un accompagnement à 360 par la fondation Make.org, donc du travail, mais du travail sympathique et qu'on fait avec le sourire. Ça veut dire que celles et ceux qui ont aussi participé à la concertation et à la consultation, qui ont donné leurs avis notamment sur ces propositions plurielles pour Solutions Jeunes, elles vont pouvoir faire du feedback à Cyriac et à toi. Elles vont aussi aller peut-être un peu le rappeler à ses bons engagements. Exactement, l'idée, alors là c'est une solution, il y en aura 9 autres. Déjà la semaine prochaine, j'invite tout le monde à participer au prochain atelier de concertation, comme ceux que tu as pu faire à Vivatech. Et puis aussi, au fur et à mesure du processus, tout va être mis en ligne, ils vont pouvoir faire leur retour directement sur les projets en ligne sur une plateforme de concertation, ils vont pouvoir participer à l'annonce du plan d'action, et puis ensuite, en fonction bien sûr de la volonté, de l'expertise, des compétences de ces différentes parties prenantes, dont les citoyens, ils vont pouvoir être impliqués lors de la conception et de la mise en œuvre du projet. Puisqu'on parle de la conception, là il nous reste encore 6-7 mois pour tout calibrer, et après on parle des 2 ans ensuite. Et les 2 ans, c'est un accompagnement où il faut trouver le financement complémentaire. Il faut pouvoir justement mettre en œuvre avec le conventionnement avec l'ensemble des parties prenantes. Il faut pouvoir rendre visible cette solution auprès des bénéficiaires. Et puis, il faut aussi pouvoir mener à bien ces partenariats stratégiques avec, là, tu parlais bien sûr ici pour ton projet, des systèmes numériques en ligne éducatifs. Ça veut dire que c'est vraiment mesurable. Donc, on vous retrouve dans 2 ans pour voir où en est la solution et toi. On va se retrouver dans beaucoup plus rapidement que 2 ans, juste après une pause pour le ZAP. On fait un tour du côté de la planète tech tout de suite. Et vous l'avez compris, c'est le ZAP de Cheryl Jessica Isengé.
I got the horses in the back, horse stock is attached. Et nous sommes de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de Cyriaque de Beaumont, responsable de la stratégie digitale chez Adecco et aussi fondateur de Et toi, et puis Rémi Leclerc, directeur général de la fondation Make.org. Vous le savez, aujourd'hui, on parle de cette grande cause, solution jeunes. Comment est-ce que les jeunes peuvent trouver leur place dans la société? On y revient dans un instant, mais d'abord, Damien Douany a une idée derrière la tech. Jory, et puis Cyriaque, Rémi aussi, est-ce que vous avez appris les langues dans les livres? Je vous laisse d'abord répondre, messieurs. Non. Non, assez peu. J'ai envie de te Marjorie répondre non plus, mais tu le sais désormais. Moi, j'ai appris l'anglais dès 7 ans avec plein d'anglophones. Donc, Alors c'est vrai, effectivement. Alors moi non plus. Moi c'est plutôt avec les films et avec les séries en VO. Mais ce qui est intéressant, que ce soit livre ou série ou film, c'est de synchroniser finalement ce que l'on voit et ce que l'on entend, faire en sorte de faire le lien entre les deux. Ça permet de joindre finalement le geste à la parole et de faire en sorte de mieux mémoriser. Et c'est ce que propose ce magnifique dictionnaire parlant ici, voilà, que je vais montrer, qui est édité par Tada! c'est un très grand dictionnaire. C'est un très grand dictionnaire. C'est un énorme coup de cœur que j'ai pour cette dernière chronique de la saison que j'avais envie de partager. Alors je vais vous dire, en fait, j'aurais pas dû vous le présenter, ce dictionnaire, parce qu'en fait, je ne le connaissais pas. Mais il y a des signes comme ça qui ne trompent pas. J'ai arpenté donc Vivatech il y a quelques temps, à la recherche de start-up EdTech que jamais je ne trouvasse. Bah oui, parce que j'ai décidé de mettre un subjonctif imparfait aussi dans ma Non, mais chronique. c'est beau, c'est très beau. Ah, pour une fois. Et donc, entre deux stands qui prennent la responsabilité environnementale en consommant l'électricité de la ville de Rouen, eh bien, je suis tombé sur Michèle Glorieux. Alors, Michèle Glorieux, c'est une femme qui est pétillante, qui est productrice, ou qui a été, productrice de reportages d'investigation à la télévision américaine. Elle est prof d'anglais au Luxembourg. Et elle a, il y a 4 ans, lancé Tada. Donc, Tada, c'est le producteur, l'éditeur de ce livre. Et elle a décidé d'éditer des livres éducatifs interactifs sous forme de EdTech. Et on en a parlé, et j'ai trouvé ça tellement bien que j'avais envie de mettre en avant ce livre-là, et j'avais envie de vous en parler. Mais c'est une très bonne idée parce que on voit d'abord, c'est un très beau livre, un très grand livre, et j'ai l'impression qu'il a plein de choses de particulier parce que j'imagine que c'est pas juste un livre. Il y a des écrits, mais pas que. Alors voilà, effectivement, déjà, des livres parlants, il y en a plein sur le marché, mes filles en ont, il n'y a pas de souci. Mais voilà, comme tu l'as dit, premier élément, il est beau. Franchement, il est beau, il fait son poids, il est magnifique. Oui, il fait son poids, ça pour le coup. Mais ce qui est, alors, je vais le porter comme ça d'ailleurs, mais il y a plusieurs éléments, il y a un soin particulier qui a été apporté au détail. D'abord, il a les dessins. Tous les dessins ont été faits par Michel Hireshi, qui est une storyboard artiste à Nickelodeon. Donc déjà, au niveau de, il y a un certain niveau, on va dire, de qualité de graphisme. La pédagogie a été développée par des linguistes des universités de Harvard et Berkeley. Les sons qui sont utilisés sont entièrement HD. Très souvent, c'est des sons qui ne sont pas très bonne qualité dans les livres. Là, ils sont allés chercher des sons originaux, donc des sons HD, dont la qualité est 8 fois supérieure à ce que l'on trouve sur les livres du marché. Le design sonore a été piloté par Jesse Lewis. Jesse Lewis, vous ne le connaissez peut-être pas. Ah, là, c'est qu'il est en train de s'endormir. Jesse Lewis est avec nous, visiblement. L'esprit de Jesse Lewis. Voilà, là, le livre est en train de s'endormir. Je vais l'éteindre et je vais le rallumer. Voilà. Le livre te dit quand il se Oui, au bout de 5 minutes, voilà, il s'endort. Magnifique. Donc, le design a été développé par Jesse Lewis. Jesse Lewis, c'est quelqu'un qui a été nominé 8 fois aux Grammy Awards et qui les a gagnés 4 fois. Ouais. Donc, c'est pas n'importe qui. Hein. En tant qu'ingénieur du son. Voilà, en tant qu'ingénieur du son, effectivement. Et donc, le livre propose plus de 1000 mots, 10 000 sons et 23 prononciations différentes. Mais c'est pas tout, parce que on l'a entendu, il parle ce livre parce que c'est pas qu'un livre, il est bourré de technologie. Il est bourré de technologie et du coup, comment est-ce qu'on utilise, comment est-ce qu'on mixe justement cette partie tech et cette partie lecture? Alors justement, je vais vous l'ouvrir, hop. En fait, l'idée de ce livre, c'est de reprendre un peu les codes des tablettes, mais en version entièrement papier. Donc, on a une grande page comme ça. Vous allez choisir votre niveau de jeu, vous allez choisir votre environnement de jeu. Donc, par exemple, vous allez cliquer ici. Outside my house. Voilà. Et à partir de là, vous allez pouvoir vous amuser à d'abord choisir des mots. Ici, vous allez cliquer et retrouver des mots divers et variés. Swimming pool. Voilà. Garage. Voilà, donc ça c'est déjà le premier point, c'est le jeu, l'image, le son et ainsi de suite. Mais là où c'est encore plus amusant et qu'on se rapproche d'une logique d'app, mais papier, c'est que vous allez avoir une logique de jeu. Donc ici en bas, vous avez la possibilité d'avoir un jeu à 5 niveaux. Donc vous choisissez votre niveau de jeu ici, et vous allez pouvoir ensuite faire en sorte, alors je vais choisir pour le niveau 2, voilà.
Et après, on va me dire des mots. Solar panels. Et après, je vais devoir essayer de trouver. Alors là, je vois pas, hein, désolé. Je vais donc. Là, il t'a demandé de chercher des panneaux solaires. Voilà, mais là, je vois pas très bien où est-ce que c'est. Je peux me permettre. Là, voilà, vas-y, hop là. Voilà. Et à chaque fois, on a un petit chrono qui se met en place et on a un système de score et ainsi de suite. On a 5 niveaux de difficulté. On peut monter et baisser le son. On peut arrêter le jeu. On peut faire une pause. En clair, on va retrouver une chasse aux mots. C'est une principe de chasse aux mots. Et le livre va s'adapter ensuite au niveau de la langue, puisqu'au fil et à mesure qu'on va monter au niveau Tu montes aussi en niveau de langue. Voilà, et de rapidité aussi. Il faut aller de plus en plus vite, bien sûr, pour répondre, pour gagner des points. Et le truc très amusant, donc il y a plusieurs univers de jeux qui sont autour de la maison, on le voit ici, toujours avec des magnifiques illustrations. Hors de la maison ou dans la maison. Voilà, et ainsi de suite. Et ce qui est vachement sympa aussi, c'est que, hop, il y a ici un petit jack pour le son. Donc, comme une tablette, on branche des écouteurs et on peut jouer en tout silence. Comme ça, les parents ne sont pas embêtés. Et on peut jouer sans aucun problème avec ce magnifique livre qui rappelle donc les codes des applications mobiles, mais entièrement déconnecté sous forme tactile. Mais c'est assez impressionnant comme mix à la fois tech et à la fois papier. Où est-ce qu'on peut le trouver, ce Talking Dictionary? Alors, justement, l'enjeu de Michel, c'est de le lancer en France. Donc aujourd'hui, il est disponible sur Amazon. Elle compte sur toi. Donc voilà. elle compte clairement sur toi. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que je pourrais faire pour elle, mais dans tous les cas de figure, moi, j'ai vraiment aimé la qualité de l'objet. Et donc, c'est ça que j'avais. Et puis, je trouve que c'est bien de mettre dans les mains des enfants des belles choses. Parce que je pense que ça leur donne envie de faire des belles choses, justement. Ouais. Et donc, ici, ce livre, aujourd'hui, il est disponible sur Amazon. Il est en anglais, vous l'avez vu, et en espagnol. Ils veulent développer dans plein d'autres langues, dont le français. Donc, ils cherchent d'ailleurs un éditeur. Donc, si jamais un éditeur écoute cette émission, eh ben, allez-y, vous pouvez la contacter. Elle est trouvable sur LinkedIn. Et puis, l'idée, donc, c'est véritablement d'apporter, comme je le disais, avec un casting high level, vraiment très haut niveau, à chaque fois, d'apporter le plaisir d'apprendre les langues avec un bel objet qui rappelle des codes et qui rappellent le fait que l'électronique, la tech, c'est bien, mais le papier classique, c'est sympa aussi. Bravo pour ce coup de cœur qui est partagé, en tout cas, je pense, sur ce plateau. Cyriac, Rémi. J'adore. Moi, je viens juste d'être papa. Je suis à peu près sûr que dans quelques mois, je le mets dans les mains de mon enfant. Mais c'est pour quel âge, alors? Moi, j'ai une question. Alors, ça, c'est de 3 à 8 ans, si je ne dis pas de bêtises. Bon, on va attendre encore un peu, quelques mois. Ouais. Donc, oui, voilà, on va attendre tout un petit peu. Mais après, oui, en fait, en gros, c'est ce qu'on disait lors d'une chronique précédente. En fait, en dessous de 8 ans, l'esprit est une éponge. Donc, il arrive vraiment à capter un maximum de mots. Alors, c'est vrai que oui, il faut que l'enfant il comprenne un tout petit peu comment ça fonctionne et qu'il ne déchire pas les pages. Donc, voilà, 3-8 ans, on est dans la bonne cible. C'est super. Cyriac, vous voyez aussi émerveillé par la passion partagée par Damien pour ce livre. Non, mais c'est génial. Moi, je suis la génération d'Aura l'exploratrice. Et finalement, là, on arrive à faire ce croisement entre le meilleur du digital et le meilleur du physique quand on retourne à ces essentiels. Il y a de plus en plus de parents, moi, quand j'entends qu'ils ne veulent pas mettre de tablette dans les mains de leurs enfants, qu'ils ne veulent pas mettre de téléphone parce qu'on se dit non, moi, j'ai grandi avec ça, je veux pas, je vois les désastres que ça peut être dans certains cas. Non, je trouve ça génial. Et j'ai limite envie de jouer. Donc. Je sens qu'il va se passer plein de choses pendant la deuxième partie de cette émission de ce côté du plateau. Et je vous laisse justement jouer avec le Talking Dictionary de cette incroyable autrice et productrice de Tada. Merci infiniment, Damien. Évidemment, tu restes avec nous. Tu peux, alors pas forcément faire parler le livre, mais non, je vais l'éteindre d'ailleurs, sinon il va se mettre à ronfler. Donc voilà. Ton esprit critique à n'importe quel moment, parce qu'on ouvre la deuxième partie de notre talk. Et vous le savez, aujourd'hui, on essaie de chercher, et plutôt même de trouver des solutions pour que les jeunes aient toute leur place dans la société. D'abord, quelle place veulent-ils y prendre? Comment veulent-ils s'emparer des questions d'insertion professionnelle, d'école, de conscience aussi, de soi? On en parle avec Rémi Leclerc et avec Cyriac de Beaumont. On va revenir sur, d'ailleurs, Rémi, avec vous, les propositions qui ont été faites lors de la grande consultation pour la grande cause Solutions Jeunes, parce que certaines d'entre elles, on l'a vu tout à l'heure, ont reçu un véritable consensus, mais d'autres ont été un petit peu plus controversées, et c'est là où c'est intéressant. Notamment cette proposition qui consiste à vouloir instaurer un salaire universel pour chaque jeune de 18 à 25 ans, afin qu'ils puissent préparer et envisager sereinement leur avenir. 40% de vos participants étaient OK avec cette proposition, 42% l'étaient moins. C'est une proposition qui revient assez souvent et qui partage littéralement l'opinion. Mais oui, on a un énorme enjeu, c'est celui de l'accès à l'emploi. Cette tranche d'âge, avec un énorme taux de chômage, comment on peut faire pour assurer de donner les meilleures conditions aux jeunes?
Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a des consensus, des repoussoirs et des controverses. Et là, on a des avis qui sont partagés. Et je le rappelle, cette consultation, ce ne sont pas uniquement des jeunes qui ont répondu, mais c'est toute la population sur l'ensemble des tranches d'âge. Et on voit et on se rend compte qu'ils ne sont pas d'accord. Mais si on revient spécifiquement sur la question du salaire universel, qui est un serpent de mer, on va se le dire quand même, dans les propositions à la fois politiques et d'initiatives aussi citoyennes, est-ce qu'aujourd'hui, on est mûr, on est prêt en tant que société à pouvoir justement aborder cette question de façon plus sereine? Est-ce qu'en effet, un revenu universel ou un salaire universel, en fonction de la façon dont on le conçoit et dont on le compte, justement, ça peut être un coup de pouce, littéralement, Cyriaque, pour ces jeunes qui sont en phase d'arriver sur le marché du travail? Ça l'est, mais moi je comprends cette divergence parce que de toute façon c'est le principe des consultations, c'est que forcément on interroge toute la population et donc comme la démocratie, il y a des divergences. Je pense que le revenu ou salaire universel, il a un sens pour aider les jeunes qui n'ont pas forcément l'accès facile à l'emploi. On voit qu'aujourd'hui on aimerait, on croise les doigts tous les jours en disant demain plus d'inégalité, demain tout le monde a le même accès. C'est faux, on peut le dire de chaque manière. C'est pour ça d'ailleurs qu'on lance des projets comme Et toi, c'est pour que demain chacun ait les mêmes chances face à l'emploi. Le revenu universel, je pense que ce partage des avis, il est dû au fait que certains pensent que c'est un boost, d'autres pensent que c'est encore plus un reflet d'inégalité. Pourquoi moi je travaillerais et j'aurais le même salaire de quelqu'un qui ne travaille pas? Donc c'est entendable, c'est compréhensible, mais pour autant il faut absolument challenger ces questions jusqu'au bout avec des consultations comme celle de Make.org. Et ça divise encore une autre proposition qui divise. Est-ce qu'il faut renvoyer les filles et les garçons faire le service militaire? 47% de vos consultants et consultantes ont répondu oui, 37% n'étaient pas d'accord, Rémi. Eh oui, alors là, encore une fois, ça serait intéressant d'avoir la répartition par âge. Puisque aujourd'hui, quand on parle de ce service-là, pour ceux qui ne l'ont pas vécu, c'est quelque chose, on ne sait pas trop exactement ce que c'est. Pour ceux qui l'ont vécu, à peu près l'utilité, les bénéfices. Et nous, en tout cas moi, quand j'imagine ça, je le rapproche à ce qui existe aujourd'hui. On parle du service national universel qui essaye d'être mis en place et qui commence à être développé de plus en plus, qui n'a rien à voir avec celui-ci. Rien à voir. On parle de tous les dispositifs qui pourraient y ressembler, de type de service civique, etc., avec l'engagement. Et moi, je pense que la définition, en tout cas dans l'imaginaire de la tranche de population de ce qu'est ce service militaire, est très divergent. Et ça amène aussi, du coup, à un avis qui est divergent. Et qui est tranché. Je ne sais pas lequel d'entre vous sur ce plateau a fait sa journée justement citoyenne voulue à l'époque, enfin réinstaurée par Jacques Chirac à l'époque, référence boomer. Est-ce que l'un d'entre vous l'a fait? Vous l'avez faite? Oui. Et ça vous a apporté quoi, Cyriaque, concrètement? Bonne question. Ok, merci. En toute transparence, ça a apporté une journée bien remplie. Je pense que la force de ces journées, c'est qu'on rencontre des personnes, plus qu'on apprend. En tout cas, dans mon cas, on se retrouve sur une vraie mixité de la population, avec des jeunes comme moi qui étaient en école de commerce au moment où je l'ai fait, et des personnes qui ont arrêté les études en 3e et qui n'ont rien fait. Je pense que c'est ça la vraie mixité. Et d'ailleurs, pour anecdote, j'ai rencontré des amis là-bas, des personnes qui sont devenues des amis, alors qu'on ne se serait jamais croisés. Après, sur cette question de cette journée, ce qu'elle apporte à la société, je pense qu'elle apporte des connaissances basiques, mais elle devrait aller vraiment beaucoup plus loin, à la fois sur notre devoir de citoyen, sur nos droits, sur qui on est. On pourrait également l'utiliser comme vecteur de messages par rapport au sexisme, au racisme, au harcèlement, ce qui aujourd'hui n'est pas fait. Donc comment enrichir finalement une journée citoyenne qui soit adaptée aussi au XXIe siècle et aujourd'hui à la jeunesse, à la façon dont cette génération a aussi envie de s'emparer des prismes qu'elle peut avoir sur la société. Autre question qui était là aussi objet de controverse et qui est importante ici pour l'école du futur, faut-il arrêter les notes, sujet de stress, et les remplacer par des plages de niveaux? On pourrait parler des niveaux A, B, C, D, un peu comme dans le système scolaire anglo-saxon notamment. 32% étaient d'accord, 46% pas d'accord. Une question, et c'est intéressant, qui est revenue, une controverse qui est revenue aussi il y a maintenant 4 ans, quand on avait lancé une cause sur l'inégalité aux jeunes. Pourquoi? Des avis qui divergent, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi des chiffres qui sont à la clé en fonction des pays dans lesquels on se situe. On a des systèmes de scolarité qui sont complètement différents dans des pays plus anglo-saxons ou d'autres, et avec des résultats
qui peuvent être probants. Donc, je pense qu'on peut être amené à se poser la question. Maintenant, aujourd'hui, on est quand même dans une habitude de l'excellence, on va dire, à la française, avec un niveau de compétition et de comparaison, en fait, entre écoles, entre élèves qui nous amène difficilement à nous poser cette question de est-ce qu'on peut changer, en fait, de ce format. Moi, mon avis, c'est que, en tout cas, personnellement, j'adorerais faire partie de ces expérimentations qui pourraient nous montrer, en fait, les vertus de ce changement de paradigme. Mais encore une fois, je ne serai que peut-être dans les 38% de ces controverses. Et puis, j'attendrai de voir quand même un peu plus de résultats, même s'il en existe déjà, si vous cherchez bien. Ouais, Cyriac. Et pour aller encore plus loin que ce sujet des notes, parce que le sujet n'est pas tout blanc ou tout noir, est-ce qu'on arrête ou est-ce qu'on continue les notes? Je pense qu'il y a des solutions pour aller plus loin que ces notes, ne pas se cantonner aux notes. Et c'est justement le principe de « et toi ». Pour le développer un peu, il repose sur 4 piliers. Le premier, c'est de dire on a besoin d'apprendre à savoir qui on est. On a des tests aujourd'hui qui existent, les tests de quotient intellectuel, de quotient émotionnel. Ces tests, chez un psychologue, ils coûtent entre 150 et 200 euros. Clairement pas accessible à toute la population. Et je pense qu'on n'aurait pas assez de psychologues pour faire passer ces tests aux 6 millions, quasiment 6 millions d'élèves dans le secondaire en 2021. Donc là, la première idée, c'est de mettre ces tests à disposition sur des plateformes avec des feedbacks, alors sans doute un peu plus génériques que des feedbacks qui seraient faits par des psychologues, mais qui permettraient déjà à chacun de savoir ses forces, ses faiblesses, inné finalement, c'est pas ses forces et ses faiblesses sur l'application d'une addition et d'une soustraction, c'est ses forces et ses faiblesses en tant que personne, en tant qu'individu, en tant qu'humain. Le deuxième point, c'est d'avoir des sessions de coaching pour accompagner ces jeunes en leur disant maintenant qu'on sait qui tu es, qu'est-ce que tu veux faire et comment on t'accompagne. Encore une fois, 6 millions de jeunes, en tout cas d'élèves dans le secondaire, c'est compliqué à accompagner et ce serait un réel fantasme de se dire qu'en claquant des doigts du jour au lendemain, l'éducation nationale arrive à accompagner sur le long terme ces individus. En revanche, aujourd'hui, grâce au numérique, justement, on a des technologies qui nous permettent de faire des sessions de coaching 100% adaptives grâce à des intelligences artificielles, des logiciels de reconnaissance vocale, donc qui est totalement déployable sur des logiciels comme Pronote, École Directe. Les deux autres piliers qui sont un peu secondaires sur le projet, mais tout aussi importants, la mise à disposition de parcours singuliers pour prouver et pour démontrer à tous les jeunes qu'on a tous notre place et que une filière professionnelle n'est pas forcément dévalorisée, que ce n'est pas parce que je fais un bac pro électricien que je ne peux pas être agent de production sur une ligne ou plombier ou technicien de surface. Enfin, le champ des possibles est illimité. On peut se réinventer en 2022. D'ailleurs, on peut se réinventer déjà, en 2022 au travail et on doit faire ce pari des potentiels pour aller plus loin. Le dernier sujet, c'est une plateforme d'échange sécurisée, saine. Aujourd'hui, on a ce problème de harcèlement sur les réseaux sociaux dès la 6e. Certains jeunes, d'ailleurs, ont des téléphones, d'autres n'en ont pas. Donc, certains sont automatiquement exclus des interactions sociales et de la vie sociale. Donc, implémenter sur ces plateformes, École Directe, Pronote, etc., un canal d'échange sécurisé pour tous, pour mieux prendre confiance en lui. Et est-ce que vous avez l'impression, finalement, avec toutes ces propositions, ces itérations et idéations même de et toi, de venir finalement combler peut-être un vide qui a été laissé vacant par une partie de l'éducation nationale? Non pas que les professeurs n'aient pas envie de prendre ces sujets à bras-le-corps, mais parfois ils n'ont pas forcément le temps, ils n'ont pas forcément les ressources non plus pour pouvoir le faire. Ces initiatives citoyennes, comme la vôtre notamment, elles viennent justement enrichir, mettre de la complémentarité dans cet écosystème de l'éducation et de l'insertion professionnelle. Je pense qu'on est sur un vrai sujet de complémentarité. Je ne dirais pas qu'il y a un trou dans la raquette, parce que forcément, quand on numérise, quand on lance des choses comme Pronote, École Directe, toutes ces plateformes, Parcoursup, il y a des échecs, et ce n'est pas forcément des échecs parce que je n'ai pas réfléchi jusqu'au bout, parce que la société évolue. Si je reprends l'exemple des grands réseaux sociaux qu'on connaît, ils ont évolué, ils continuent à évoluer encore aujourd'hui parce que la société bouge. Aujourd'hui, la société, elle bouge, on est sur un marché, je reviendrai juste après dessus, de pénurie de candidats, on n'a pas assez de compétences sur des bassins d'emploi pour combler tous les besoins de travail qu'on aurait, et donc cette société évolue, nous on est là pour y répondre, plus de 600 000 personnes qui votent pour dire ça c'est mes sujets clés aujourd'hui. Je pense que si on refaisait cette même consultation en 2025, on n'aurait pas les mêmes résultats. Donc on évolue, la société bouge et c'est notre rôle de la faire bouger. Et d'ailleurs, bonne question, est-ce que c'est une consultation qu'on va retrouver à fréquence régulière chez MEC.org? Oui, alors à travers les différentes étapes pour pouvoir suivre et y participer. Et puis après, d'autres consultations, mais sur cette consultation, plutôt sur cette grande cause, prochaine étape, la semaine prochaine. Si vous nous écoutez et vous avez envie d'y participer, prenez contact avec nous, contact@mec.org, et puis vous pouvez venir partager vos idées. Et puis surtout, après, sur les 6 prochains mois, participez
améliorer la solution, en tout cas l'idée, et la construire avec nous, parce qu'on le fera avec vous, en complément des personnes qui sont sur le terrain, des professeurs notamment. Et puis bien sûr l'annonce des résultats et la mise en œuvre, parce que si vous nous écoutez et que vous avez des enfants, dans 2 ans, j'espère que vous pourrez témoigner de l'utilité de cette solution pour vos enfants. Oui, parce qu'encore une fois, on appuie sur du très concret. Je voulais qu'on revienne justement à votre double casquette, Cyriaque, puisque vous êtes aussi responsable de la stratégie digitale d'Adecco. Adecco qui est un de ces grands acteurs de l'insertion professionnelle, notamment. On se dit, et c'est un de nos chiffres préférés ici sur ce plateau, que 85% des emplois du futur de 2030 sont encore en cours de création. Comment est-ce qu'un acteur comme vous peut anticiper, on imagine que vous le faites aussi grâce à Etoi, mais comment est-ce qu'on peut anticiper justement ce futur des professions qui n'existent pas encore? Est-ce qu'on arrive à avoir suffisamment d'agilité dans les profils, notamment qu'on accompagne chez Adecco, pour pouvoir là aussi anticiper cet avenir? Alors oui, on le fait. Aujourd'hui, à mes yeux, en 2022, la réelle problématique, c'est qu'on a des métiers qui apparaissent tous les jours. Mon métier, je pense qu'il y a 10 ans, il n'existait pas. Mais on a peu de métiers qui disparaissent. Alors, on se transforme, la société se transforme. Mais forcément, beaucoup de métiers qui apparaissent, peu qui disparaissent, on arrive sur un marché pénurique. La solution, c'est la formation, l'upskilling, reskilling. C'est un sujet, c'est un mot qu'on entend beaucoup, qui peut paraître très barbare, mais en fait, c'est juste de dire que aujourd'hui, moi, Cyriaque, toi, Marjorie, toi, Rémi, on a tous des compétences innées. Comment on arrive à les transformer et les réutiliser, les réemployer sur un autre métier? Et ça s'applique sur tous les secteurs quasiment. Aujourd'hui, je vais prendre un exemple d'un métier qui... On fait du reuse de ses talents et de ses capacités professionnelles. Totalement. Le métier de caissier, par exemple, il ne tend pas à disparaître, il tend à évoluer. Comment on fait pour que ce métier évolue? Comment on fait pour que les caissiers et les caissières de 2020 deviennent des agents beaucoup plus axés clientèle, ou en tout cas des personnes beaucoup plus axées clientèle pour accompagner le client dans son parcours d'achat en 2025? Et c'est ça que nous, en tant qu'acteurs de l'emploi, via notre filiale Adecco Training, via notre filiale LHA, accompagne les entreprises en transformation pour transformer les compétences et permettre à chacun de devenir acteur de sa vie. Oui, vous avez raison. Quand on vous écoute, en effet, on peut se dire que les métiers du futur, ce n'est pas forcément que des traders en données ou que ceux et celles qui vont inventer la mobilité du futur et les véhicules autonomes, comme on l'a vu dans notre gros mot tech du jour. Ce sont aussi des métiers très concrets qui vont pouvoir évoluer au fur et à mesure. Aujourd'hui, très rapidement, quel est l'attrait de vos candidats et candidates à l'emploi pour ce type de métier-là? Il y a une appétence réelle? Il y a une appétence à se réinventer au digital sans déshumaniser. Je pense que nous, et peu importe ce qu'on fait, quand on digitalise, on doit digitaliser sans déshumaniser. Et donc les candidats, à partir du moment où on leur prouve que ce n'est pas le robot qui va prendre leur job, mais c'est le robot qui va les accompagner à faire un job beaucoup plus transverse, beaucoup plus où on peut prendre de la hauteur, où les missions vont être beaucoup plus larges, forcément on a une appétence et une réponse de la société. On parle des jeunes qui s'ennuient de plus en plus au travail, on parle des jeunes qui ont besoin de sens, et bien justement, grâce à cette révolution numérique, on arrive à donner du sens à des jobs qui, il y a 30 ans, n'en avaient peut-être pas, ou en tout cas pas aux yeux de certaines personnes. Comment redonner du sens justement à l'insertion des jeunes dans la société, leur insertion professionnelle, leur insertion scolaire aussi, leur meilleure connaissance d'eux-mêmes? On vient d'en parler aujourd'hui avec vous, Cyriaque de Beaumont, avec Rémi évidemment Leclerc pour la fondation Make.org, avec Damien Douanier. Rendez-vous donc dans quelques jours pour les suites de cette consultation et puis pour les prochaines étapes dans 6 mois et puis dans 2 ans on vous recevra pour, j'espère, pour savoir comment justement s'est passée l'implémentation de Etoi. Merci à tous les 3 d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour d'autres aventures dans l'école du futur.